Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer cette nouvelle table ronde. Je vois un parterre de jeunes entrepreneurs. Ça fait vraiment plaisir de voir la jeunesse en force pour participer à l'économie française. Merci d'être là en tout cas. On va parler d'un sujet forcément qui traite un peu moins les jeunes que les seniors. On va parler d'entreprendre et particulièrement dans le domaine de la franchise lorsqu'on est proche de la retraite. Alors quand on est proche de la retraite, ça peut être un peu avant ou peut-être pile ou peut-être qui sait après. On verra aussi ce qu'on fait après. En guise d'introduction, je vais vous présenter nos quatre intervenants ici. C'est un sujet qui est un petit peu nouveau peut-être, parce qu'on a toujours tendance à parler des jeunes qui doivent entreprendre, qui montent des boîtes, etc. Moi, pour tout vous dire, j'ai voulu monter ma première boîte à 23-24 ans, mais j'avais peur. Donc j'ai attendu 33 ans pour la monter, et pour moi c'était un parcours du combattant de monter ma première boîte. Et puis là ça fait quasiment 20 ans, puisque j'ai 51 ans. Alors on va se donner nos âges aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. Et quasiment 20 ans après, en fait, j'en ai monté 8 ou participé à la création de 8. Donc en fait, monter une boîte, pour certains, c'est presque un acte presque administratif, parce que monter sa boîte pour augmenter un peu ses revenus. Et puis pour d'autres, c'est un vrai changement de vie. On implique la famille, on implique la maison, peut-être les enfants, on implique plein de choses. Et on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a à peu près une cinquantaine d'années, entre 50 et 60 ans, et qu'on veut monter son entreprise. Alors juste avant de vous présenter nos intervenants, j'aimerais faire un petit sondage qu'on va faire à main levée, parce que vous êtes des milliers, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc on va faire à main levée. Qui ici a déjà monté son entreprise? Ou une entreprise? D'accord, très bien. Et qui souhaite le faire ou réfléchit à le faire? Ok, donc une majorité, et certains ont les deux rôles. Ok, super. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors, je vais faire dans l'ordre, du plus proche, non, pas de l'âge, du plus proche au plus lointain. Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors vous êtes multifranchisé. Vous avez quel âge déjà? 65 ans. D'accord. Personne dit rien. Et première entreprise créée à quel âge? À 40 ans. À 40 ans. Et la deuxième? 45 ans. D'accord. Alors, j'ai pour particularité, moi, d'être multifranchisé, comme il vient de le préciser. Je fais partie du groupe Bertrand. 65 ans, donc la retraite est purgée, donc je suis en retraite. 60 ans, j'ai l'opportunité de faire évoluer ce que l'on appelle dans mon métier un superviseur. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis 17 ans et qui me dit à 32 ans, moi je voudrais faire comme vous, je voudrais être franchisé. 32 ans, c'est trop tôt. C'est ma première réponse. 33 ans, je rends le restaurant dans lequel il fonctionnait et j'ai l'opportunité par le groupe Bertrand de monter d'autres enseignes. Et je me dis, si je fais un coup double, ça serait parfait. Donc, 34 ans, je l'ai mis patron de Hippo, dans lequel, à travers une structure, alors on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais j'avais pour volonté d'étanchéifier la partie restauration rapide que j'ai à travers des Burger King, d'une partie développement de restauration à table. La difficulté quand on constitue des équipes de restauration, c'est d'avoir la certitude d'être accompagné pour des années. C'était pour moi le vrai coup double, trouver un partenaire qui allait m'accompagner pour longtemps en lui donnant des parts sociales de l'entreprise que j'allais créer. Et lui, c'était le coup gagnant qui était je rentre en franchise, je me fais accompagner côté finance, je me fais accompagner côté structure par quelqu'un qui a le métier. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'ai deux enfants. La deuxième, on la fera juste après, parce que c'est déjà la question d'après. Donc, voilà. Mais merci. Donc, quelle franchise, au final? Alors, en franchise, moi, Burger King, lui, Hippo, et je vous réserverai la surprise pour la suite. D'accord, super, merci. Marc, oui. l'Orange Bleu. Oui, l'Orange Bleu, mon coach fitness, salle de sport. Voilà. Vous avez combien de franchises? Moi, j'en ai 5. Ouais. J'en ai ouvert 3 et j'en ai racheté 2 en 4 ans et demi. Voilà.
D'accord. Et responsable aussi du développement Et commercial responsable sur du la- développement Île-de-France, nord-est de D'accord. la France. Et je me suis lancé à 47 ans et j'en ai 52 aujourd'hui. D'accord. Donc première boîte, 47 ans. Ouais. D'accord. Ok, super. Comme vous, j'ai eu peur longtemps. Ouais, je vois. Ok, super. Merci. Sylvain. Alors, Sylvain représente un autre métier, c'est celui Oui. qui accompagne les franchiseurs et donc Exactement. qui donne plein de conseils et qui explique comment on fait pour développer sa franchise. Exactement, puisqu'on est là pour délivrer nos âges. Donc moi j'ai 46 ans, donc je suis super jeune, hein. Voilà. C'est mon 26e salon de la franchise quand même, puisque le premier que j'ai fait c'était en 99. Donc je suis président du cabinet Franchise Management qui a accompagné plus de 550 enseignes dans des opérations de création, de développement. Membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise et puis enseignant à l'Université Lyon 3 aussi pour des petits jeunes masters qui souhaitent devenir animateurs et dirigeants de réseau. Voilà. Ok, super. Donc accompagnateur de franchiseurs, franchiseurs, ouais. mais aussi une expérience forcément avec les franchisés en face dont on va bénéficier là. Exactement, avec parfois un premier sujet qui est quel profil on recrute. C'est le vrai sujet. Et parfois des franchiseurs qui se disent on va définir le profil type. Moi je leur dis c'est bien de définir le profil type, mais c'est aussi et surtout bien de mettre de la diversité en fait dans le réseau. Parce que quand on fait un réseau de clones qui pensent tous la même chose, c'est très compliqué. Donc il faut de la sagesse, il faut aussi de la spontanéité et il faut beaucoup de diversité en fait pour trouver les solutions ensemble. C'est extrêmement important. Voilà. Et donc on verra si dans le profil type il y a des seniors aussi, Exactement. mais on garde la surprise pour après. Exactement. Et enfin Mathias. Martial. Pardon, Ouais. Martial, mais c'est bien aussi, ça vous va très bien également. Donc il Donc, représente La APEF. société APEF, c'est une franchise de service à la personne. Et société, j'ai monté à 49 ans, parce que j'en ai 62. Ouais. Et pareil, dernière expérience pour une préparation de retraite. Et là, on va en parler, je pense, tout à l'heure. Savoir la marche à suivre et pourquoi se lancer à pratiquement 50 ans. Parce que c'est dur de trouver à 50 ans du boulot. Voilà, de se relancer. Ouais. Ok. Alors ça tombe très bien, ça va me permettre de faire la transition avec une première question à Sylvain, si vous voulez bien. Vous avez dit combien 26e salon de la franchise? Ouais, c'est ça. Alors, T'es étudiant à l'époque. du coup, une question clé. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans la franchise, avec les seniors peut-être. Et pourquoi ce thème-là n'était pas abordé il y a 10 ou 15 ans, j'imagine? Alors, il y a 20 ans, déjà la franchise était très peu connue, beaucoup moins connue qu'aujourd'hui, donc elle s'est démocratisée. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il y a beaucoup plus d'enseignes, hein. Le marché quand même a quadruplé en 20 ans, hein. Le nombre d'enseignes a été multiplié par 4 en une vingtaine d'années. Donc il y a une intensité concurrentielle pour trouver des candidats qui est de plus en plus importante. Il y a une tendance aujourd'hui sur le marché, qui est une première tendance qui est à l'inverse de celle dont on parle aujourd'hui, qui est d'essayer de convaincre les jeunes générations de devenir franchisés. Mais il y a quand même aussi une tendance démographique qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2050, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Donc il y a quand même une question qu'il faut se poser, c'est que les années faisant, on va avoir un public d'entrepreneurs qui va plus être le public que moi j'ai connu au début sur le marché, c'est-à-dire le quadra en reconversion, cadre moyen, cadre supérieur qui veut devenir franchisé, mais d'élargir, en fait, de démocratiser la franchise et de la rendre accessible au plus grand nombre. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour les marques qui sont exposantes ici, d'essayer de cibler des candidats qui soient plus jeunes, qui soient aussi plus âgés, qui sont dans ces périodes-là, d'essayer de se constituer un patrimoine et puis de pouvoir entreprendre avec un modèle qui garantit plus de sécurité. D'accord, très bien. Alors, je voudrais qu'on avance sur le profil. Moi, ce profil senior dans la franchise m'intéresse. Marc, vous qui développez, pour le coup, vous participez au développement du réseau de l'Orange Bleu. Est-ce que, les seniors font partie des cibles ou pas, spécifiques, pas spécifiques? On peut se dire que quand on développe un réseau de salles de sport, on va peut-être plutôt aller chercher des 25, 30 ans, 35 ans qui ont la patate, qui sont bien baraqués. Est-ce que c'est le cas ou pas? Bon, alors pour le bien baraquer, c'est vraiment du cliché parce qu'en fait, il ne suffit pas de connaître le métier pour pouvoir se lancer. Il faut surtout avoir envie de pratiquer ce métier. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure de mixité des profils. Et je crois que c'est très important dans une enseigne d'avoir de la mixité de profils, à la fois pour l'étincelle, l'esprit créatif, mais on peut être aussi créatif à 50 ans. Hein. Je parle pour moi.
Et puis aussi pour la maturité, l'expérience, le capital expérience qu'on peut apporter aussi à une enseigne. Donc, c'est difficile, on n'a pas déterminé un profil type. Par contre, ce qu'on constate, si je me mets de l'autre côté donc franchiseur, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de profils à forte compétence ou à forte expérience, pour ne pas prononcer le mot senior, viennent nous voir pour entreprendre. Avec un projet plus ou moins ambitieux, mais dans tous les cas, c'est une tendance qu'on constate depuis déjà 2-3 ans. Enfin, moi, je suis là depuis 4 ans et demi, donc j'ai fait tous les salons quasiment, mais depuis 4 ans et demi, mais moi, je le constate à titre individuel dans ma zone. Voilà. D'accord. Et il y a des forces, je vais vous poser la question à tous les deux d'ailleurs, vous pourrez rebondir Jean-Pierre tout à l'heure. Il y a des forces particulières, des compétences particulières qu'on trouve chez des seniors, des personnes plus expérimentées, même si on n'a jamais monté de boîte. Est-ce que quand on a 50, 55 ans et qu'on analyse un futur franchisé, on va se dire tiens, je vais analyser plutôt ça, plutôt ça. Est-ce que, j'en sais rien, on peut peut-être se dire la flexibilité d'esprit face à l'expérience, voilà, il y a peut-être des plus et des moins. Quel est l'atout finalement et quelle est la faiblesse d'un senior ou d'une senior d'ailleurs? Alors, nous, on n'a pas une grille de notation avec des coches. Par contre, évidemment, il y a des profils types en fait. La première chose, c'est qu'ils viennent tous avec un capital. Alors, pas forcément que financier, mais avant tout expérience. Ça, c'est une première chose. Ils viennent avec l'envie de changer de vie, souvent. Et cette envie de changer de vie, elle donne de l'énergie. Parce que, alors, il peut y avoir de l'appréhension, ça, on pourra parler des freins si vous voulez après. Mais l'envie de changement, en fait, et si on est là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut transformer sa vie. Et ça donne une certaine forme d'énergie aussi. Et je pense que c'est l'envie, la motivation, l'expérience, et puis évidemment les capacités de financement aussi, parce que ça, malheureusement, ça reste un critère discriminant. Il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir investir. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le parc ici, et notamment, moi je parle de l'exemple que je connais parce que c'est celui que j'ai choisi, on rentre avec 70 000 euros pour on monte une entreprise et qui est très vite rentable. Donc c'est devenu, je pense, aussi accessible par rapport à peut-être mon voisin de droite, chez qui je vais souvent d'ailleurs, mais où les tickets d'entrée sont plus importants. Mais évidemment, après, on ne parle pas des mêmes dimensions de Donc business. peut-être un côté sérieux, et quand on le fait, c'est pas pour faire un coup d'essai, c'est parce qu'on a un vrai projet et peut-être qu'on veut, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi participer à constituer son peut-être dernier patrimoine, entre guillemets. Oui, bien sûr, il y a avant aussi la une retraite. volonté de constituer un patrimoine. Et puis après, il y a des valeurs, je dirais, entre guillemets, classiques pour le commerce. Si on a des gens qui ne sourient pas, qui ne sont pas avenants, qui veulent faire du commerce, accueillir de la clientèle ou travailler dans le service à la personne ou autre, et qu'on voit vraiment que là, ça ne matche pas parce qu'ils sont plutôt des analytiques et qu'ils aiment bien travailler seuls, bon, évidemment, on va leur dire c'est peut-être pas pour vous. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Et Jean-Pierre, alors sur ce profil senior, est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, la spécificité en restauration, bien entendu, c'est le physique. Si vous n'avez pas de physique, il ne faut pas y aller. Ça, c'est incontournable. 65 ans, moi, ça ne m'empêche pas de bosser. Donc, j'ai toujours le physique. Tant qu'on a de l'essence dans le moteur, on peut avancer. Ça, c'est pour la première partie. Le frein, c'est le physique. Le point fort, c'est on a une capacité à s'adapter aux gens. On a une capacité dans son charisme managérial qui est, c'est dû à l'expérience. Donc, c'est sûr que la personne qui a un petit peu plus d'âge matche mieux dans ses équipes que celui qui est un petit jeune qui a les dents qui raillent par terre et qui ne sait pas parler à son équipe. Mais c'est la même chose avec son comptable, c'est la même chose avec son avocat, c'est la même chose avec la banque. Un banquier, surtout lui répétez pas, mais la principale chose qu'il faut faire, c'est le rassurer. Et ce n'est pas un gamin qui va le rassurer. Il va mettre, dans nos métiers, il met entre 1 million et 1 million 500 000 sur la table. Il va vous regarder à 10 fois. Donc, si vous n'êtes pas à même de rassurer votre banquier, pas qu'à travers votre capital, mais votre capacité à gérer les problèmes au jour le jour, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est clairement. D'accord. Alors, il y a 3 choses que j'ai relevées là-dessus, et peut-être, Martial, vous aurez un éclairage soit complémentaire, soit différent, on va voir. Le côté physique, la capacité managériale et la solidité financière. Alors, vous qui êtes dans un autre métier que la restauration, la FEB, déjà vous pouvez rappeler rapidement ce que vous faites, comme ça nous permettra de bien comprendre.
Donc dans le service à la personne, c'est vrai que tous ces paramètres dont vous venez de parler, l'âge, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est même un atout puisqu'on a l'expérience. On a la chance d'être vieux. Donc d'avoir l'expérience et de savoir également manager, puisque ça en fait partie, l'habitude de gérer par nos expériences, par nos acquis, par nos échecs aussi. Et après, la capacité financière, moi je suis dans un secteur où l'investissement est relativement réduit. On n'est pas sur de la restauration avec des investissements très forts. Donc après, c'est le secteur d'activité où il faut, dans le service à la personne, avoir une certaine bienveillance et d'être attiré par ce secteur qui est à 99% de la gestion de l'humain par les salariés et par les clients. Donc on est sur un métier un petit peu à part. Et on peut toujours apprendre le management à 50 ou 60 ans quand on n'en a jamais fait? Oui, au contraire. C'est là où on va voir dans ce management humain, on va avoir des cas que mes autres collègues ne rencontrent pas tous les jours. On est vraiment sur une population avec beaucoup de cas à gérer et beaucoup de difficultés que l'entreprise lambda n'a pas à gérer. Oui, et peut-être qu'on ne recrute pas les mêmes personnes non plus. Quand on a de l'expérience, on va aller peut-être vers des gens Non, parce qui nous qu'on est quand ressemblent même toujours dans un secteur où on est le premier échelon du travail souvent. Donc c'est des personnes souvent à difficulté qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Certains sont diplômés pour certains services, mais on est la première marche dans le monde du travail. Donc c'est là où nous, on va se former même avec l'expérience et avec des échecs, avec aussi des succès. Mais on va beaucoup apprendre de la part de ces personnes. Comme je pense en restauration, en cuisine ou autre, où on a du personnel du premier échelon qui commence ou qui a des difficultés, qui veut sortir un peu de la rue ou d'autres. Et c'est là où on va se former. Et j'avoue qu'en une dizaine d'années, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. D'accord, ok, très bien. Je voudrais qu'on aborde maintenant un autre sujet. Là, on a parlé un peu plus état d'esprit de l'entrepreneur franchisé, ou pas d'ailleurs, mais dans notre cas franchisé. Tout à l'heure, je parlais de constitution de patrimoine. On a parlé un petit peu argent, donc on va parler argent si vous voulez bien. Je me retourne vers vous, Sylvain, à nouveau. Ça se passe comment quand on a 55 ans, 58, 59, 60 peut-être, qu'on veut monter sa boîte? On parlait d'investissement de 70 000, d'un million et demi. Il y a forcément plein de, je ne sais pas combien c'est à la fête, mais en tout cas, il y a plein de variables différentes. Est-ce que déjà, c'est plus facile, plus difficile? Est-ce qu'il y a une manière de l'aborder différemment? Est-ce qu'il y a des franchises dans lesquelles on ne peut plus aller parce que c'est trop tard, ou au contraire qu'il faut privilégier? Alors, il y a un premier point qui est évidemment la relation contractuelle et la durée de contrat. Donc, il y a des franchises où la relation contractuelle première s'étale sur 5 ans. Il y a des contrats de 7 ans, il y a des contrats de 9 ans. Donc déjà, il y a une variable qui est importante là-dessus. Après, il ne faut jamais oublier, c'est que l'investissement total qu'on va devoir lever pour créer son entreprise est aussi conditionné à l'apport personnel minimum dont on dispose. Donc quand on a en fait un patrimoine qu'on a su bien se constituer, qu'on a su bien gérer dans le temps, c'est quand même gage de réassurance pour le banquier derrière. Donc ça, c'est important. Et puis ce qu'aiment aussi les financeurs et donc les banquiers, c'est la franchise, parce que la franchise, c'est un accélérateur. Ça permet de monter en puissance son projet entrepreneurial plus rapidement en bénéficiant d'une marque déjà établie et d'un savoir-faire déjà installé. Mais c'est aussi de bénéficier du soutien, du support de la tête de réseau demain quand il s'agira de transmettre l'entreprise, ou pourquoi pas de la transmettre à ses enfants ou de la transmettre à un autre candidat à la franchise. Donc il y a aussi toute cette logique-là, ce qu'on appelle dans le jargon le reselling, en fait, qui touche toutes les marques qui sont lancées dans les années 90 avec des franchisés qui aujourd'hui partent en retraite et donc disposent de candidats qui, eux, vont pouvoir reprendre, en fait. Donc c'est plutôt des gages de réassurance quand on arrive avec un profil entre guillemets senior. Ne pas oublier, c'est que 10% des franchisés ont plus de 60 ans et que plus de la moitié des franchisés ont plus de 48 ans. Donc, ce sont des quinquas, en fait. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est quand même un marché qui est quand même très destiné à des profils qui ont déjà entamé une grande partie de leur carrière et qui souhaitent, à un moment donné, se dire « il est temps que je me constitue un patrimoine pour pouvoir le transmettre demain à mes enfants, à ma famille ou à d'autres personnes ». Ouais, donc c'est intéressant parce que la notion de temps du coup m'amène à me dire que
contrairement peut-être à d'autres âges, quand on a 55, 58, 60 ans, en fait, on pense quasiment en même temps à la sortie qu'à la création. Exactement. En fait, en moyenne, un franchisé fait 2,4 contrats. Donc on dit la relation. Sortie, pardon, c'est pas forcément arrêter, c'est transmettre, Exactement. revendre. Exactement. En moyenne, quand on dit un franchisé fait 2,4 contrats, on dit la relation franchiseur-franchisé, la durée moyenne, c'est 12 ans. Alors 12 ans, c'est plus long qu'un mariage, en moyenne. Donc c'est long. Mais 12 ans, quand on a 50 ans, 55 ans, en fait, c'est un moment où on peut entreprendre sur cette période-là pour constituer son patrimoine et puis bénéficier de la force de frappe d'une enseigne au moment de céder. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat en réseau, c'est une facilité pour pouvoir transmettre son entreprise par rapport à un entrepreneuriat solo, petit commerçant qui aurait sa petite marque dans son coin et qui doit se débrouiller en se disant « il faut que je trouve un repreneur ». C'est quand même extrêmement compliqué. On voit aujourd'hui plein de commerces fermés, plein d'activités aujourd'hui se déliter parce que les commerçants indépendants isolés n'arrivent pas à transmettre leur entreprise. La franchise aujourd'hui, le franchiseur doit réfléchir à ça pour maintenir son parc. Et moi, je vois des enseignes aujourd'hui où on a des vagues de sessions de 10, 15 par an avec des équipes de développement qui doivent se préoccuper de ça. C'est vital pour la notoriété de la marque, pour l'installation de la marque. Donc vous, franchisez, vous avez ce confort-là de se dire « je vais entreprendre pendant 5 ans, 7 ans, 9 ans, en moyenne 12 ans, j'ai 55 ans, j'approche de la soixantaine, je vais installer mon entreprise, la rendre la plus forte possible sur mon territoire, et après, je vais dire à mon franchiseur, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive en fin de contrat, est-ce que tu as, toi, des repreneurs ? Est-ce que moi, je peux transmettre ? Quelles conditions ? Etc. etc. » Oui, parce que la différence dans une franchise par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'il y a une image. Il y a voilà, quand on arrive, on est déjà, enfin, je caricature un peu, mais on est installé, entre guillemets. Exactement. C'est une vraie facilité de croissance et développement. Mais en échange, il y a un coût d'entrée qu'il faut financer. Exactement. Alors, et pour un franchiseur, perdre son emplacement à Rouen, à Annecy ou autre, c'est juste pas concevable. Donc, il vous aidera à trouver des solutions pour pouvoir transmettre votre entreprise et dans son intérêt aussi. Alors, ça m'amène à rebondir sur un sujet, parce que là, on a parlé entre guillemets, du financement et puis de la cession, mais entre les deux, vous avez dit il y a 2,5, c'est ça, c'est 2,5 franchises par franchisé, c'est ça, en moyenne ? Ouais, en fait, un franchisé renouvelle son contrat en moyenne, statistiquement, il fait 2,4 contrats. Ah, d'accord. Voilà, donc en moyenne, c'est 12 ans, la relation franchiseur-franchisé. Ok, d'accord. Il y en a qui restent beaucoup plus longtemps, voilà, mais statistiquement, c'est ça la moyenne. Alors, ça m'amène maintenant sur le développement de sa franchise. Vous en avez tous les deux plusieurs. Alors, vous, Jean-Pierre, multi-franchise, et puis vous, multi-points de vente dans la même franchise. Comment, quand on monte sa franchise, est-ce que c'est naturel de se dire, tiens, je vais en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième ? Comment on pense son développement ? Et particulièrement quand on a 55, 58, 60 ans. Jean-Pierre, peut-être ? Et puis après. La première démarche, la première question à se poser, c'est je suis franchisé sur quel marché ? C'est le marché qui va définir votre capacité à ouvrir des restaurants ou pas, ou des orangeries. Prenez pas un marché isolé si vous voulez vous développer, si dans votre tête, vous partez pour 2, 3, 4, 5 franchises. Ce n'est pas possible. L'avantage de la restauration rapide, c'est que c'est des maillages. Moi, je suis franchisé à Tarbes. J'ai commencé avec un restaurant, j'en ai 2 sur la même ville. Et un 3e ailleurs. Donc, les marchés évoluent aussi. Hein. Je voulais revenir sur l'histoire de transmission. Je me suis fait un petit peu couper. C'est pour mieux rebondir. Et oui, et c'est le rebondissement que j'essaye de faire. Et là, c'est vraiment j'ai challengé le franchiseur. C'est aussi ça le rôle du franchisé. Et le franchiseur, il est aussi là pour répondre. J'ai mis en place Alexandre, mon superviseur, mais j'ai aussi mis en place mon fils. Donc, c'est de la transmission de patrimoine. Je gagne ma vie et je permets à mon fils et à mon superviseur de se créer un patrimoine. C'est un hyper coup double, mais je peux vous dire que ça demande aux franchiseurs de se poser énormément de questions et aux franchisés aussi.
Et aujourd'hui, le marché de la franchise est un marché mature où les cas de figure, ils les rencontrent, ils les connaissent. Alors, je ne savais pas que tu allais en parler, hein. Mais oui, ils sont interpellés par des franchisés comme moi qui viennent avec des problématiques, des débuts de réponse, et ils doivent prendre des chaussons et ils doivent répondre. Et ça, c'est hyper rassurant pour des gens comme nous qui avons plus 20 ans et se dire, mais je suis accompagné par quelqu'un qui réfléchit à ma place, qui réfléchit avec moi, qui sait dire oui ou qui sait dire non. Et c'est là où on est dans une phase de maturité. Ce n'est pas ce que j'ai connu, moi, il y a 25 ans, quand j'ai démarré en franchise. Ça ne se passait pas du tout comme ça. On rentrait dans un cadre et il ne fallait surtout pas en sortir. Hein, C'est exactement ça, en fait. C'est un marché qui a pris énormément de maturité en un quart de siècle, faut dire les choses. Et en fait, aujourd'hui, les franchiseurs sont impactés par ça. Alors, au départ, quand on a une nouveauté, on la vit comme une difficulté, puis après, on essaye d'en faire une opportunité. Et donc, moi, je vois les têtes de réseau aujourd'hui sur ces réseaux anciens, notoires, se dire c'est une formidable occasion, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit processer en fait ces mécanismes de transmission en aidant en fait les franchisés à transmettre à leurs familiaux quand ils le souhaitent et quand c'est possible aussi, parce que parfois les enfants n'ont pas envie de reprendre ou parfois ils ont très envie de reprendre. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement des équipes d'animation sur ces sujets-là, de valorisation aussi capitalistique, parce qu'il y a des sujets comme ça et parfois on voit chez les indépendants isolés des erreurs en termes de transmission. On a mal valorisé, on a mal transmis l'entreprise, on n'a pas suffisamment préparé les repreneurs. Et donc ces sujets-là, aujourd'hui, les têtes de réseau réfléchissent à ça en se disant il faut en faire un savoir-faire, il faut en faire une méthodologie pour aider nos franchisés, pour que ce soit un passage le plus facile possible en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est dans les années à venir un gage de sécurité pour les seniors qui souhaitent rejoindre des réseaux, parce que les têtes de réseau doivent formaliser ces process-là en fait. D'accord. Et on peut leur, si c'est pas bien formalisé, on peut le demander. Enfin, on peut le demander, on peut toujours demander. Mais est-ce qu'il y a une écoute en face en général? Et puis il y a l'économique. Ouais. Quand vous avez 5 établissements et que vous arrivez à la phase de transmission, je peux vous dire que le franchiseur, il va vite trouver un process. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de choix. Marc, vous vouliez rajouter? Surtout quand on est multi points de vente ou voilà, ou pas dans un même groupe, forcément qu'un licencié qui part ou un franchisé qui part, c'est une perte de valeur pour la marque. Donc il y a tout intérêt à s'en occuper. Moi, je voudrais juste, j'ai oublié, et j'espère qu'il n'est pas là, donc ça tombe bien, mais je suis associé avec Philippe, qui a 63 ans, qui est ex-DRH et DAF dans la grande distribution. On est deux. Et pour répondre à la question que vous avez posée, Vincent, parce que je vais essayer de me cantonner à ça, parce que aussi j'ai envie de partager plein de choses, mais nous, la manière dont on a approché la franchise, c'est qu'on s'est dit, en fonction de l'activité, déjà on a choisi une activité qui nous plaisait. Nous, on voulait apporter du bien-être aux gens, parce qu'on aime donner, on aime transmettre, etc., développer. Donc on s'est dit, voilà, alors le sport, il y a ça, et éventuellement le service à la personne, enfin, on s'est posé un certain nombre de questions. Et puis on s'est dit, mais finalement, si on rentre dans cette marque, qu'est-ce qu'on veut en faire? On s'est rendu compte, et je le reprécise aussi, 70 000 euros d'apport, 350 000 euros d'investissement moyen, d'accord? Donc 70 000 euros, c'est l'apport, mais l'investissement, c'est 350, parce qu'on parlait de 70. On s'est dit, avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? On a choisi ce modèle-là parce qu'il était agile et parce qu'il permettait de répartir son risque, mais aussi, on s'est dit, c'est quoi le projet? À deux, on s'est écrit un projet et on s'est dit, on va en faire 12. Alors, on ne sait pas pourquoi 12, mais bon, à un moment donné, on se met sur un Excel, on se met une valeur cible, on veut en faire 12. 12 en 5 ans. Bon, on a fait 5 en 4 ans et demi. Entre-temps, moi, j'ai pris d'autres fonctions. Et puis, et on a eu le Covid aussi, parce qu'on s'est lancé au début, 15 jours avant le confinement du Covid, puisqu'on avait un karma exceptionnel. Mais on est encore là aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, nous, on s'est fait un plan avant de partir. On s'est dit, on veut tant de chiffre d'affaires, avec une marge moyenne de temps, etc., qui peut répondre à nos attentes. Voilà, parce qu'on était un peu expérimenté en la matière et parce qu'on l'a comparé avec notre niveau d'apport et nos capacités d'investissement en se disant, soit je mets tout dans un point de vente et je fais un joli Burger King, soit j'ouvre rapidement 5-6 points de vente. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a construit. Et je voudrais finir par un point sur cette partie-là, c'est que la marque l'Orange Bleu a mis en place une fonction. Donc, un de nos développeurs est spécialisé dans la session reprise.
Donc il est dédié maintenant. C'est une fonction qui n'existait pas et qui est maintenant présente. Et on a donc sur 5 ou 6 développeurs, il y en a un qui est spécialisé sur cette partie-là. Donc si demain je veux revendre, je vais appeler mon ami Julien et lui dire, Julien, comment ça se passe? C'est intéressant parce que là, on voit émerger en fait que la notion d'entrepreneur, d'entrepreneuriat, il y a plusieurs profils. On peut créer sa franchise parce que voilà, on a envie de s'investir dans un domaine et puis un point nous suffira. Et puis on voit d'autres profils où on se dit directement, tiens, je vais faire 2, 3, 4, 5, je vais transmettre et c'est une vraie stratégie presque d'investissement. Vous, Martial, vous faites partie de quel profil? Est-ce que vous faites partie du profil passionné sur un métier ou passionné de l'entrepreneuriat et je vais développer Alors moi, mon patrimoine? je suis passionné par mon métier. L'entrepreneuriat, la multi-entreprise, je l'ai connue puisque j'avais ouvert une deuxième société sur Boulogne-Billancourt à l'époque. Et là où j'ai eu des difficultés, c'est de se partager, de se dire, tiens, j'ai une société qui marche très bien, j'en ouvre une deuxième et pouvoir arriver à se partager. C'est très compliqué parce qu'il y a de l'affect dans la première, aller vers l'autre. C'est toujours un petit peu compliqué. Je suis un peu en admiration devant les multifranchisés qui savent gérer plusieurs franchises. Bon, nous, dans le service à la personne, c'est vraiment un milieu à part. Il faut y être et suivre de très, très près. Après, heureusement qu'on peut en revenir, heureusement qu'il y a un franchiseur derrière. Il y a un franchiseur qui a évolué. Moi, il y a 15 ans, en 15 ans, j'ai vu le métier du franchiseur se changer. Et en effet, il y a de plus en plus d'accompagnement vers la sortie. Moi, je le vois dans le groupe, je fais partie du groupe WeCare. En effet, il y a un bureau spécial fusion-acquisition qui nous aide au départ, qui m'a encore questionné aujourd'hui, dans combien de temps tu voudras arrêter? On est là pour préparer ça avec toi. Soit trouver un acheteur extérieur, soit nous récupérer et le vendre de notre côté. Donc on est assez serein et lorsqu'on approche d'un départ, d'une cessation d'activité, de savoir que derrière, il y a un franchiseur et un groupe qui vous dit t'inquiète pas, on est là et on va t'accompagner. On ne va pas se retrouver dans l'indépendant qui va se dire dans 6 mois ou un an j'arrête, qui va racheter ma boutique. Voilà. Donc c'est vraiment un plus de ce côté franchiseur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai renouvelé, j'en suis la 3e fois. Et on est beaucoup plus serein dans l'entreprise, qui est vraiment un métier difficile avec. C'est dur d'entreprendre, hein. On a des satisfactions, c'est évident, mais être chef d'entreprise, c'est compliqué. Et plus on avance, je dirais, un peu dans l'âge, plus c'est dur, parce qu'on a moins la pêche qu'avant. Et ce qui est important, c'est d'être appuyé derrière par un franchiseur. Mais c'est vrai que la franchise, finalement, ça a un double, un double point qui est un positif et négatif, c'est que c'est un peu comme un saut en parachute. C'est-à-dire une fois qu'on a sauté, on ne peut plus remonter dans l'avion, mais par contre, on a un parachute. Donc, c'est pas la... Comment ? Ouais, normalement, il doit s'ouvrir. Il ne sera peut-être pas doré, mais normalement, il est censé s'ouvrir. Donc, peut-être que par rapport à d'autres entreprises où là, forcément, il faut aller mettre, on parlait de 350 000 € ou plus, voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Hein. Donc, on saute de l'avion, mais on sait qu'on a le parachute en face. Comment on vit ça? Je ne sais pas. Alors là, c'est une réponse collégiale à celui qui veut répondre. On dort mal la nuit. On réfléchit le jour de repos qu'on prend. Moi, j'ai arrêté d'être intelligent le jour où je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Donc, j'ai été chercher chez l'autre ce que j'étais persuadé de ne pas avoir. Et quand je dis ça, j'ai résumé pourquoi je fais de la franchise. Je fais de la franchise parce que ne me demandez pas de constituer une carte dans un restaurant. Je ne sais pas faire. Je fais de la franchise parce que je ne suis pas un dieu du marketing. Y a des gens qui sont payés pour le faire et qui le feront mieux que moi. Je fais de la franchise parce que je suis incapable de normaliser un métier. C'est ce que j'attends de mon franchiseur. Les coûts qu'on prend en tant qu'entrepreneur, le but de la franchise, c'est de les amortir. On est dans un groupe, on a des gens autour de nous, il y a un problème, moi j'ai un carnet d'adresses,
qui me permet d'avoir toujours un coup ou 2 coups d'avance. Parce qu'en écoutant les expériences de l'un et de l'autre, a priori, on avance 3 fois plus vite. Le but d'un franchisé, c'est d'aller vite, de réussir, mettre beaucoup d'argent sur la table, d'en emprunter beaucoup aux banquiers, et puis de le rembourser le plus tôt possible. Et là, il a gagné sa vie. Et c'est intéressant de dire que le but d'un franchisé, c'est d'aller vite. C'est que plus on avance dans l'âge, et plus on se doit d'aller vite en plus, parce qu'on n'a pas 10 ans pour atteindre un point de rentabilité. Il faut qu'on avance. Je cours de moins en moins vite. Alors pour ma part, moi, ça a été aussi un des critères. Avec Philippe, alors Philippe était plus avancé que moi sur l'âge. Il y a 5 ans, il y est toujours, je ne l'ai pas rattrapé. Mais en fait, quand on a fait le tour des enseignes, on est intéressé par pas mal de métiers. Je voulais aussi dire qu'il est important de faire quelque chose qui nous plaît. Le plaisir, c'est super important. Il ne faut pas se dire, je ne connais pas, ça me plaît, mais je ne connais pas. C'est pas grave. Le savoir-faire, ça s'acquiert. Si vous avez la motivation, de l'expérience et que vous aimez un secteur, allez le creuser. En tout cas, moi, le secteur du sport, j'aimais ça. Je voulais de la relation humaine, etc. Ensuite, parce que là, on parlait aussi des aspects liés en fait à comment, enfin, si on se lance, qu'est-ce qu'on va aussi chercher? On va chercher, on amène une expérience aux franchiseurs, pardon, mais on va acheter une expérience, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en effet, moi, j'étais pas un pro du marketing, j'ai fait toute ma carrière en supply chain, donc je ne connaissais rien au marketing, voilà, j'avais des notions, mais donc j'ai été chercher et acheter de l'expérience. Et j'avais aussi envie d'avoir un sentiment d'appartenance à une marque et être mon propre patron sans être seul. Et donc ça, c'est un point très important, c'est que, dans l'occurrence dans la marque que j'ai choisie, il y a un accompagnement avant, pendant, après, et on n'est jamais seul en fait. Enfin, on n'est jamais seul. Évidemment, on est toujours seul quand on est entrepreneur, quand il faut prendre des décisions du quotidien sur l'exploitation, mais quand on a des problématiques, on peut les partager avec des confrères, on peut les partager avec la tête de réseau, etc. Et en général, on trouve toujours une issue. Alors que quand on est seul entrepreneur indépendant, eh ben, on est seul avec soi-même. Alors à part le commerçant d'à côté qui fait du vin alors que vous faites de la blanchisserie, on peut se donner des conseils, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, il y a vraiment un réel partage d'expérience, une réelle plus-value en fait. Voilà. Et le point qu'on abordait juste avant votre dernière question, c'était de dire, finalement, c'est la vitesse. Sur le business model qu'on a choisi, nous, en 6 à 9 mois, on atteint le point d'équilibre. Donc dès la première année. Ouais, et c'est une des. Alors je suis pas contre, ça mais va dépendre aussi de plein de choses. En fait, exactement. C'est-à-dire qu'en fonction de son parcours passé, soit on a du capital, soit on a des aides liées à France Travail ou tout ce qu'on veut, enfin tous les dispositifs qui existent, qui sont. Et là, il faut vraiment creuser parce qu'il y a plein de choses qui existent, que ce soit au niveau national comme au niveau régional, et qui permettent de se lancer en toute sécurité aussi, parce qu'il y a aussi ça. On est quand même très bien accompagné en France là-dessus, quand on a un peu d'expérience et qu'on a cotisé toute sa vie en tant que salarié. On a des dispositifs qui nous permettent de nous lancer. Moi, ça m'a permis de ne pas me payer pendant 18 mois et de lancer ma boîte et de pouvoir assez rapidement, finalement, utiliser la trésorerie, pas pour me payer, mais pour en ouvrir un deuxième, puis un troisième. Donc, en fait, il y a cette notion de rapidité et je pense qu'en effet, il faut voir si on va, en fonction de son parcours, de son patrimoine, etc., qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à attendre, pas à attendre. Est-ce qu'on est capable de se payer 1 500 €, 2 000 €, 3 000 € pendant quelques temps? Bref, pour ceux qui reviennent de grands groupes, etc., ce qui était notre cas. Et nous, ça a été un des critères de décision. D'accord, ok, très bien, merci. Il nous reste une dizaine de minutes. J'ai encore une ou deux questions, mais peut-être que vous en avez des questions, c'est le moment de les poser. Est-ce que, voilà, déjà, est-ce que ça vous a peut-être un peu inspiré? Il y a monsieur qui a un très beau micro, voilà, parfum vanille, que vous pouvez utiliser si vous avez des questions. Vous avez le droit, on est en petit comité, il faut en profiter. Ok. Ah, madame là-bas, voilà. Faut toujours quelques secondes pour passer le cap de la prise de parole. Merci. Sur les dispositifs d'aide, justement, vous parliez de France Travail. Et à part France Travail, finalement, vers qui se diriger pour savoir ce qui existe vraiment? Alors, moi, je n'ai pas actionné énormément de dispositifs, mais en tout cas, en région, il y a des subventions qui existent dans le cadre du développement économique. Et notamment, moi, sur un de mes clubs, c'était juste après le Covid, on a rouvert on a monté le projet pendant le confinement.
pour assurer une partie de notre banque, on est allé chercher un prêt à taux zéro auprès de la région. Donc il y a des choses comme ça qui existent. Je ne sais pas, il y a peut-être des spécificités selon les métiers. Peut-être tu peux répondre. Mais en fait, bon, moi, ça fait partie des dispositifs que j'ai actionnés. Je pense que j'aurais pu en actionner d'autres, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller creuser ces points-là parce que suivant les secteurs d'activité, il y a plus ou moins de choses qui existent. Il n'y a pas de différence, j'imagine, entre peut-être des aides en fonction de l'âge. Oui, il y a des différences en fonction des secteurs d'activité aussi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, quand même, la plupart des franchiseurs installés scannent, on va dire, et recensent tous les dispositifs possibles en fonction de secteur pour connecter leurs candidats avec les dispositifs possibles. Il y a aussi aujourd'hui des courtiers professionnels en financement de TPE, PME qui vont monter en fait un plan de financement en intégrant en fait ces dispositifs de subvention type BPI, etc., etc. Donc en fait, il faut prendre en global en se basant sur ce que le franchiseur a monté de son côté en fait, parce que souvent ils ont listé toutes les potentialités. Si je peux juste rajouter un point, c'est un exemple illustratif, par exemple sur l'enseigne l'Orange Bleu. Un des dispositifs qui est préparé en amont par le franchiseur, c'est de dire finalement on a un accord avec la BPI et votre emprunt est cautionné à hauteur de 60% par la BPI. Ce qui nous permet d'arriver avec les banques avec 20% d'apport. Donc ça veut dire que vous n'êtes caution personnelle que sur 40% au début de la discussion avec le banquier, que sur 40% de votre emprunt. Et ça, c'est quand même des étapes, des contraintes qu'on lève qui sont importantes. Et pour ma part, moi, avec mon associé, on a réussi à négocier pour les premiers emprunts et pendant le Covid, le fait que la banque prenait la moitié, on prenait la moitié des 40% qui restaient. Donc on n'a que 20% de caution personnelle sur nos prêts. Voilà. Ça fait partie de dispositifs qui peuvent être avantageux suivant les secteurs d'activité, suivant l'histoire aussi de l'entreprise. Parce que nous, on est une entreprise de 30 ans, donc on a aussi un modèle éprouvé. Donc vis-à-vis des partenaires bancaires ou vis-à-vis de la BPI, forcément, il y a un historique et une crédibilité. Donc ça peut aussi, par rapport à une marque qui va se lancer, je ne dis pas qu'elle ne sera pas crédible, simplement qu'elle n'aura pas l'historique, elle n'aura pas démontré forcément de la durabilité. Voilà. Okay. Oui, ben les têtes de réseau doivent faire ce travail pour faciliter le financement de leurs franchisés. Notamment, les réseaux sont référencés auprès des pôles franchises des banques. Nous, des partenariats avec des courtiers spécialisés en financement. Donc, tous ces éléments, en fait, ça se matérialise sur un chiffre clé qui est très intéressant. Hein. C'est l'INSEE qui a fait cette étude-là il y a 3 ans sur le commerce de détail. Le taux de pérennité des entreprises à 5 ans, quand on est dans l'entrepreneuriat isolé sans enseigne, c'est 50%, donc une chance sur 2. Quand on est dans l'entrepreneuriat en réseau, donc sous enseigne, quelle que soit l'enseigne évidemment, c'est plus de 75%. Donc en fait, vous avez 3 chances sur 4 de réussir votre projet entrepreneurial quand vous vous adossez à une marque et à un réseau, tout réseau confondu. Vous avez une chance sur 2 quand vous entreprenez solo. Bon, moi si j'ai à faire un choix entre la route de gauche et la route de droite, si j'ai 3 chances sur 4 ou une chance sur 2, je sais où je vais. Ok. Merci à vous 4, bien sûr, ces experts, ces représentants et leur expertise de la franchise sont là pour répondre à vos questions si vous en avez en off. Je vous remercie d'être venus. Cette table ronde était sponsorisée par le magazine Be a Boss. Vous pouvez le retrouver sur beaboss.fr avec Nicolas Dufour, directeur général de BPI France, en couverture ce mois-ci. Je vous remercie à toutes et tous et puis bon vent à ceux qui auront envie de le tenter. Merci. Bonne journée.